Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du laboratoire de la force, épisode numéro 8. Donc aujourd'hui, petit podcast qui est tourné la veille de sa sortie. Ok, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va à peu près. Donc on passe tout de suite dans les hostilités et dans le sujet avec cet épisode numéro 8. Voilà. Je ne pensais pas réussir à tourner déjà le 8e épisode. Finalement, en fait, ça fait... alors c'est bizarre parce que si c'est le 8e épisode, ça fait, je crois, que j'avais un petit peu arrêté les épisodes de podcast au bout du 3e ou 4e, je crois. Donc ça fait le 4e épisode que je tourne. Et j'avoue que c'est quand même compliqué. Et on va en parler. On va en parler aujourd'hui dans cet épisode-là. Donc aujourd'hui, j'ai envie que ça soit détente. J'ai pas envie que ce soit un podcast qui dure... un épisode qui va durer 40 minutes. Parce que le dernier épisode a duré quasiment 38. Et au fur et à mesure que je mets la caméra, je parle de plus en plus. Donc vraiment, le but, c'est d'essayer de faire quelque chose de condensé aujourd'hui, 25 minutes max. On va voir, parce que je vous dis ça, et dans 45 minutes, je suis encore devant la caméra en train de parler. Mais vu ma forme du jour, je ne pense pas que je vais pouvoir réussir à vous parler autant. Donc aujourd'hui aux news pour le podcast, donc fin de la semaine, donc là on est le 10 mars. Le 10 mars, donc moi je vais faire ce qu'on appelle donc dans le week-end du 12, 13, 14 mars, là, donc samedi, dimanche. Je participe aux rencontres de la performance. Donc les rencontres de la performance, c'est un événement qui a été organisé par Secret d'entraîneur, ok. Donc qui est un média podcast qui vient interroger les plus grands entraîneurs de la planète, en tout cas les plus grands entraîneurs français pour l'instant. Et là, il va pouvoir avoir des entraîneurs de renommée, notamment Christian Thibaudeau qui va faire une intervention vendredi sur les neurotyping. Un jour, peut-être qu'il faudra que je fasse un podcast sur le neurotyping, puisque j'ai suivi les formations. Donc c'est hyper intéressant. Malheureusement, je ne pourrai pas faire la journée du vendredi. C'est un séminaire, entre guillemets, en présentiel sur Paris qui se déroule sur 3 jours. Donc on va avoir vendredi, samedi, dimanche. Et on pouvait sélectionner les jours sur lesquels on allait. Et donc je vais y aller samedi et dimanche avec un ami, donc Lohan. Lohan, si tu écoutes ça, ben voilà, coucou à toi. On s'est rencontrés lors du mentorat de K-Swiss et comme par hasard, c'est très dommage, on ne savait pas qu'on était tous les deux à Marseille pendant les moments du mentorat. Donc en plus, pendant la période en ligne où on a pu faire les 6 mois de formation, on aurait pu faire aussi cette formation ensemble. Et en fait, on s'est retrouvés en Suisse et de fil en aiguille en discutant, on s'est retrouvés qu'on habitait au même endroit, entre guillemets. On habitait dans la même ville à Marseille, donc maintenant on est copains et je suis content de pouvoir partager ce séminaire de rencontre de la performance organisé par Secret d'entraîneur donc ce week-end. Et je vais sûrement voir d'autres amis que je connais de l'entraînement, notamment Max aussi que j'ai pu entraîner, Max Amblard, que j'ai pu entraîner en ligne voilà, sur les 3-4 années qui ont précédé. Et donc on va se retrouver là-bas tous les 4 avec un autre copain aussi, Robin, que je connais depuis un bon petit moment. Donc voilà, ça c'est la petite news du jour. Donc très content de pouvoir partir à Paris. Je pars vendredi soir, vers 19h12, je crois à peu près 19h, il y a mon train. Et puis on va dormir au Crêpes, Crêpes Île-de-France. On dort vendredi soir, samedi soir. Et on repartira dimanche soir assez tard pour arriver assez tard à gare, du coup à la gare Saint-Charles d'ici. Et reprendre le travail et les coachings à partir de 9h30 le lundi. Voilà, ça va être un week-end riche. Les repas sont compris et tout, ça va être bien. Et ça va vraiment faire plaisir de connecter avec des personnes qui vont sûrement partager les mêmes passions que moi et en plus pour aller encore apprendre des choses. Donc notamment aussi, ça c'est quelque chose que je n'ai pas noté du tout mais j'ai envie de l'aborder, la formation continue chez les coachs, c'est quelque chose qui est très important. Et je vous parle de ça parce que j'ai investi dans la dernière formation de K-Swiss encore, que je vois comme vraiment mon mentor, puisque forcément j'ai suivi son mentorat, mais j'ai acheté du coup la formation Master Programmation. J'ai aussi acheté la formation Master Hanche il y a quelques temps. Donc l'objectif, moi, c'est que j'aille piocher à chaque fois tous les outils dont j'ai besoin pour aller regarder ce qui se fait chez d'autres personnes, chez des personnes qui, j'estime, ont plus compris que moi et ont en tout cas des choses qu'ils ont acquéries par expérience que moi, je ne peux pas acquérir pour l'instant, ou alors il me faudra 10 ans de pratique sur le terrain. Donc le but, c'est d'essayer, pas de trouver des raccourcis, mais de passer dans leur compréhension, vraiment épuiser ce qu'ils ont fait, chercher à le tester sur le terrain pour avoir ce truc de ok, moi j'ai pas le petit raccourci, mais vraiment j'ai son aval d'expérience, je vais pouvoir aller tester et me faire mon propre avis et ensuite faire ma propre méthode. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté cette formation encore Master Programmation, histoire de voir si je peux améliorer mes programmations, que ce soit en ligne, en présentiel, même si on voit énormément dans le mentorat.
Normalement, on a tous les principes. Là, on parle énormément de redondance d'exercice, de profils de résistance différents, de positions étirées, neutres et raccourcies. Et ça, c'est quelque chose qui finalement, et effectivement, il en parle dans la formation et il a raison, et c'est vrai que je le constate. En salle de musculation, on va, par exemple, pour travailler les biceps, tout le temps faire les mêmes exercices et dans une même séance, on va faire biceps curl à la barre, puis biceps curl aux haltères. C'est pas parce que j'ai changé d'outil que j'ai changé comment mon tissu, comment la gravité s'applique en tout cas sur le tissu. Donc si je garde le coude collé au corps, je vais avoir le max de tension à 90 degrés, mais au final, ma position du tissu est toujours en position neutre. D'accord? Alors que si je m'étais mis sur un banc incliné, je vais pouvoir avoir le tissu, le stimuler dans sa position étirée. Et si je m'étais mis sur un banc penché, sur sa position raccourcie. Donc c'est des exercices short range et long range, on appelle ça. Et bien ça, c'est manipuler le profil de résistance. Et donc, si je fais tous mes exercices en position neutre, finalement, je stimule tout le temps la même partie de mon biceps. On sait qu'on a une hypertrophie régionale. Okay, on sait que la force se transmet latéralement, elle ne se transmet pas de l'origine à l'insertion. On sait que quand on va venir stimuler un groupe musculaire, on va avoir une transmission de force de façon latérale. Okay, sauf en partie étirée où on va du coup avoir une transmission latérale et un peu plus sur 80% du groupe musculaire. Et c'est pour ça que la position étirée peut engendrer plus de gains en hypertrophie, potentiellement. C'est la seule raison, hein, c'est tout. Mais il faut quand même aller compléter du coup la partie du muscle qui n'a pas travaillé, donc la partie raccourcie est essentielle. Donc il n'y a aucun intérêt à mettre 2 exercices en partie raccourcie ou 2 exercices en partie neutre dans une même séance ou même dans une même semaine. Voilà. Donc je ne sais plus pourquoi j'ai divagué là-dessus, mais vous savez que je digresse à chaque fois. Ah oui, il faut continuellement se former, remettre en question sa pratique, chercher des gens qui savent plus, et même les gens chez qui on estime que potentiellement on n'aurait rien à apprendre, eh ben, on a quand même quelque chose à apprendre. On a toujours une anecdote, et les anecdotes, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir en tirer des apprentissages. J'en ai pas tout de suite, mais souvent, peut-être en musculation, on va vous dire quelque chose, une anecdote qui pourrait être démentie, vrai ou faux, mais qui va pouvoir, il faut comprendre pourquoi est-ce que la personne, de par son expérience du terrain, de par cette anecdote-là, de par son expérience qu'elle a pu vivre via un exercice, elle arrive à telle conclusion. Et peut-être que fondamentalement, ce qu'elle explique n'est pas vraiment vrai scientifiquement, mais force est de constater que parfois ça fonctionne. Et donc il faut comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à avoir ce raisonnement et comment est-ce qu'il fait pour avoir des résultats via ce raisonnement. Et c'est ça qui est important. Donc en fait, il faut considérer toutes les sources d'évidence, qu'elles soient du terrain, qu'elles viennent de la partie scientifique, et il faut tout tester pour pouvoir se faire son propre avis et du coup après créer ses propres méthodes tout en comprenant les principes. Donc ça c'était un peu la partie voilà, dégrossie. Autre chose, à force de tourner mes petits podcasts, alors moi qui, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui n'ai pas envie de tourner cet épisode-là, mais je le fais parce que je me force, il faut que je le fasse. Okay, j'ai été invité, à force de prendre la parole sur Internet, par Marco de Lift Trainer, donc pour faire un podcast jeudi, pour sûrement parler du fait de donner mon avis par rapport à la FNSL et la tournure et la direction que prend, on va dire, le sport du streetlifting. Et donc, je pense qu'il faut que vous alliez voir mon podcast d'avant, donc sûrement le numéro 7, parce que justement, j'expose le problème du fait que potentiellement les petits coachs ne vont pas pouvoir rivaliser avec les plus grandes entités, notamment comme Lift Trainer, comme Tesco Coaching, là, qui est en train de vraiment se développer, comme potentiellement la SWAT Team. Et comme il m'est déjà arrivé d'avoir eu un athlète qui a été recruté par une grosse équipe, ce qui est vraiment quelque chose que j'apprécie, parce que ça fait, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec cette personne-là. Et en travaillant avec cette personne-là, je suis content qu'il puisse évoluer vers une équipe qui est beaucoup plus structurée, qui va lui apporter la vision, qui va lui apporter vraiment quelque chose qui le challenge, plutôt que moi. Mais voilà, ce que je disais en gros dans ce podcast numéro 7, c'était que j'aurais bien aimé, et après je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont communiquer, mais que j'aurais bien aimé qu'on puisse mettre pas en lumière, mais dire voilà, il y a eu cette transition entre Théo et cette équipe-là. Et donc au moins, juste dire, voilà, Théo lui a permis de le mener à tel endroit et donc il est sélectionné pour telle raison. Voilà, c'est un petit peu ça, j'aimerais bien avoir cette communication-là. Je ne sais pas si ça sera possible, je ne sais pas si ça sera faisable, mais j'avoue que me placer en tant que formateur, et je l'ai déjà dit dans le podcast numéro 7, en tant que formateur d'athlètes amateurs semi-pro pour les mener vers des équipes élites qui vont vouloir potentiellement rémunérer les athlètes, les payer et autres, c'est quelque chose qui vraiment m'intéresse plus que de me dire je vais monter mon équipe élite parce que dans tous les cas je ne suis pas à plein temps sur le streetlifting,
je suis à plein temps sur du coaching présentiel et du coaching distanciel. J'ai 2 entités comme ça, 2 activités que j'aime beaucoup. Je passe énormément de temps pour faire du bon travail, pour accompagner les gens correctement. Mais effectivement, quelqu'un qui est à 100%, qui va avoir 20-25 athlètes en ligne, ben, ça demande d'être présent toute la journée sur son ordinateur, en tout cas, au moins sur les matinées, sur une plage horaire de 8h à 13h, je pense, pour pouvoir et faire les retours et faire les programmations et pour pouvoir apporter un suivi de qualité. Si j'ai 25 personnes en ligne et 25 personnes en présentiel, ben, soit je dors plus, soit je néglige tout le monde et je ne sais pas ce que je fais et je fais du copier-coller et ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Donc voilà, et moi j'aime bien avoir la possibilité de me dire, ok, si je pars en vacances, ben, j'ai quand même un petit revenu qui peut tomber du en ligne. Voilà. Juste ça. Si jamais je ne peux plus aller à la salle, j'ai quand même ça qui existe déjà. Le terrain est déjà un peu prêt, ça ne peut que grossir, mais je sais que je prendrai max 12 personnes, je pense. Et là, on est déjà à 8, donc il ne reste pas beaucoup de place. On ferait 4 personnes en ligne, parce que je sais qu'au-delà, je ne peux pas apporter la qualité dont j'ai envie, je ne peux pas accorder autant de temps à chaque personne, et chaque personne mérite le temps pour lequel déjà il me rémunère, de 1, et pour lequel je me suis engagé à leur donner. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Moi, je ne veux pas lésigner sur la qualité. Et franchement, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix dans ce que je fais. Mais voilà, j'ai encore, vous avez vu, j'ai encore digressé, je suis complètement parti à l'envers. Et c'est le but de ce podcast. Et en fait, j'avais envie dans tous les cas de partir sur l'entrepreneuriat, sur le sujet de l'entrepreneuriat. Donc c'est très bien. Donc tout ça pour dire que je vais tourner un podcast avec Marco. On verra bien ce que ça donne. Je suis content qu'il m'ait invité parce que j'aime bien pouvoir un peu exposer mes idées dans le monde du streetlifting. Le fait de ne pas être à Paris, c'est un peu compliqué aussi, je pense, pour avoir un impact un peu plus global sur la sphère du streetlifting. On connaît les grosses têtes, on connaît Tesco qui a pris une belle ampleur via le podcast, via le fait qu'il communique énormément et qui est vraiment bien. Il a un esprit entrepreneurial sur lequel il faut que je m'inspire. Luc Men aussi, très quali, très belle prestance en termes médiatiques, j'aime beaucoup. Et ces personnes-là sont beaucoup dans le nord et moi je suis tout seul dans le sud. La seule personne qui fait du streetlifting qui est connue dans le sud, à moins que je ne le connaisse pas, mais je pense qu'il n'y a que Tom Berthier. Et voilà quoi, c'est à peu près tout. Donc ensuite, moi, pour l'instant, je suis un peu le petit coach de la campagne, quoi. Donc bon, mais ça va changer, vous inquiétez pas, comptez sur moi pour que d'ici quelques années, ou même d'ici quelques mois, ça bouge. Et donc tout simplement, dans tout ça, ça fait partie de la vie entrepreneuriale, le fait de devoir exister sur les réseaux, le fait de devoir faire ces séances en présentiel, parce que ça, c'est des choses que je ne vous montre pas. Là, vous me voyez à travers une caméra, je vous parle beaucoup de mon coaching en ligne. Vous ne me voyez pas forcément faire du coaching présentiel parce que je tiens à garder cette partie intime pour mes clients, pour les clients qui sont en présentiel. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir une caméra qui les filme pour faire du réseau social. Même si ça apporte de la preuve sociale, c'est quelque chose que je fais. Et finalement, j'arrive à avoir entre 20 et 30 heures semaine de coaching, donc par semaine. Donc, comment dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir la preuve sociale? Ça m'apporterait plus de personnes, mais finalement, je l'ai. Je l'ai la preuve sociale, mais elle est en interne via le bouche à oreille. Si j'arrivais à communiquer dessus avec les gens qui seraient prêts à être filmés, forcément, ça serait peut-être mieux. Mais même moi, j'ai pas envie de faire ça parce que j'ai envie de me concentrer sur eux. Ils sont dans leur séance, ils ont peut-être qu'une heure, ils viennent me voir peut-être qu'une fois. Ils n'ont pas envie d'avoir une caméra qui les filme pour finir sur les réseaux sociaux potentiellement. Donc voilà, je tiens à garder cette partie un peu intime pour eux et c'est pour ça aussi qu'ils viennent vers moi, je pense. Donc la partie entrepreneuriat, tout ça, toute cette partie médiatisation, cette partie se montrer, cette partie apporter de la valeur, ça me plaît énormément. Mais j'avoue que ça engendre de la fatigue. Alors je ne suis pas au niveau des mecs qui génèrent 2 millions, même si c'est quelque chose que j'aimerais bien à un moment donné faire. Alors, on parle argent, hein, vous savez, ici moi je m'en fiche. Hein, au bout d'un moment, comme dit K-Swiss, l'amour ça ne paye pas les factures. Mais comme j'estime faire du bon travail, j'estime avoir droit en fait à ce qui m'arrive pour l'instant. Et tant que je tiendrai ma ligne de conduite, j'estime que tout ce qui m'arrivera, ça sera en partie de ma responsabilité, que ce soit bien ou pas bien. Et donc pour l'instant, si c'est bien, mais on y va. Mais par exemple, la fatigue que ça génère, le brouillard mental que ça génère, les moments où je procrastine comme un couillon, on va pas mentir, à scroller sur mon téléphone pour me libérer l'esprit, c'est des moments que j'ai du mal à gérer. Pendant un moment, j'avais bloqué mes réseaux sociaux via une application qui s'appelle Opal, exprès pour plus scroller sur TikTok, Instagram et tout. Mais finalement, je me rends compte que du coup, je poste plus. Et comme je poste plus, j'ai plus de personnes qui viennent. Et comme plus de personnes qui viennent, ça m'impacte, ça me crée du stress. Donc, je suis obligé de retourner avec ça. Les petites règles de discipline que je me suis mis, c'est j'essaie de plus toucher au téléphone après 21h, mais c'est pas facile.
Et souvent, je finis mes coachings assez tard le soir. J'ai des journées qui sont entrecoupées. Là, je tourne le podcast, il est 17h37, mais j'ai eu 3 heures de coaching ce matin. Ce soir, il faut que je reparte à 18h30 pour retourner à la salle pour faire un coaching de 19h30, 20h30 à peu près. Le temps que je rentre à la maison, c'est 21h. Heureusement que j'ai ma copine qui m'aide à la maison. Et au final, demain, je recommence à 9h du mat. Bon, c'est pas terrible non plus comme journée, je vais pas me plaindre, c'est très bien. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des trucs entrecoupés, 20 minutes aller à vélo, 20 minutes retour, 20 minutes aller, 20 minutes retour, enfin, je pourrais rester à la salle, mais parfois, j'ai pas trop envie parce que j'aime bien avoir mon petit moment chez moi. J'ai besoin de couper, de ne pas avoir de bruit, d'être tranquille, pouvoir rien faire si j'ai envie. Et c'est là le problème, c'est que rien faire, ça me génère du stress parce que du coup, je me dis, il y a les gens qui procrastinent pas et après, je vais me demander pourquoi est-ce que lui, il a plus que moi. Voilà. Donc finalement parce qu'il a juste plus travaillé que moi. Et moi quand je travaille pas, du coup je culpabilise. Et du coup le fait de me dire de ne pas travailler, ça me génère du stress et ça engendre plus de fatigue. Et à la fin, je dors pas bien ou ce genre de choses. Alors en tout cas je dors, mais j'ai l'impression de ne pas suffisamment récupérer. Donc voilà, la vie entrepreneuriale c'est exceptionnel. Là quand j'ai relancé le podcast, j'étais tout feu tout flamme. Là je passe dans un creux de vague un peu dur. Donc ça va le faire, mais c'est juste que ça fait partie du jeu d'avoir des hauts, des bas comme ça. Je pense que d'ici 2 semaines, ça reviendra bien. Donc voilà. Bientôt aussi, il va y avoir une compétition de streetlifting du coup, qui est sur la partie semi-amateur. Donc j'ai 3 athlètes qui sont qualifiés, Timothée, Étienne et Jonathan. Et ça sera le 18 et 19 avril, je crois que c'est. Donc je vais retourner sur Paris. Ça aussi, petit déplacement, très content. J'ai reçu des petits t-shirts de Streetlifting Strength Institute. Voilà, peut-être que j'amènerai à changer un peu la marque et la partie comme ça, mais ça fait vraiment la partie entité streetlifting dissociée de ma partie coaching privé perso en présentiel. Donc c'est très bien, 3 athlètes, un en moins de 73, un en moins de 87 et un en moins de 101 si je ne dis pas de bêtises en compétition. Donc ça va sûrement prendre samedi, dimanche. J'aimerais bien savoir les plannings, ça serait pas mal pour pouvoir prendre les billets de train et les logements. Mais ça devrait être communiqué apparemment d'ici fin de semaine, si je ne dis pas de bêtises par la FNSL. Et d'ailleurs, autre nouvelle, j'ai un de mes coachés qui est avec moi depuis au moins 2 ans et demi maintenant, je crois même 2 ans, qui continue de progresser en ligne, qui va venir faire un stage à la maison parce qu'il est dans des études de coach sportif lui aussi. Et donc je suis très content qu'il me choisisse moi comme pas mentor, mais qui se serve de notre relation pour venir faire un stage à la maison. Donc il va venir faire un stage d'observation. Je vais lui montrer un petit peu les dessous du métier. Comment est-ce qu'il faut ne pas être un feignant? non, mais qu'est-ce que je fais comme tâche administrative sur l'ordinateur, les relances clients, faire la facturation, comment est-ce qu'on fait la comptabilité, comment est-ce qu'on crée du contenu. Bon, lui, il est un peu meilleur que moi sur la création de contenu, notamment sur la qualité vidéo et autres, et la qualité sonore. Comment est-ce que je prépare mes séances en amont pour les présentiels, pour les distanciels, comment est-ce que je livre les programmes en distanciel via les vidéos, comment est-ce que je fais les retours, les déplacements, comment est-ce que je fais une séance présentielle, comment je fais un échauffement, comment est-ce que je structure mes séances par rapport aux différents exercices, aux différents objectifs, comment est-ce que je discute avec les clients, la posture que j'ai lors du coaching, comment est-ce que je me place en fonction si c'est un homme, si c'est une femme, comment est-ce que je distribue les feedbacks verbaux, les feedbacks tactiles, comment est-ce que je gère les gènes, comment est-ce que je gère les douleurs, tout ça c'est des choses qui vont lui être apportées du coup. Il vient sur 5 jours je crois, donc ça sera plutôt intéressant et après il a un petit reportage à faire, donc on tournera sûrement du contenu à ce moment-là et je suis trop content de pouvoir avoir cette partie transmission du savoir. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose je pense qui à un moment je vais devoir bifurquer vers ça parce que j'adore transmettre, je vais devoir canaliser tout ce que j'apprends quelque part. Et c'est d'ailleurs le but de ce podcast-là, c'est que je vienne absorber des informations et vous les redonner parce que sinon après j'explose au niveau cérébral. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir ce canal pour parler, discuter. Vous avez vu que tout à l'heure, j'avais pas envie de faire le podcast et là maintenant je suis lancé, je suis inarrêtable. Et je pense qu'on a dépassé les 20 minutes de podcast, c'est sûr et certain. Ou en tout cas on ne doit pas être trop loin, on est au bout de 15 minutes, je sais pas. Vous savez quoi, je vais regarder en direct, ça peut être intéressant. Voilà, on est au bout de 20 minutes. On est au bout de 20 minutes et j'ai pas parlé du sujet principal et j'ai à peine parlé des news de la semaine. Donc tout ça pour vous dire que voilà, là une fois que je suis lancé, après c'est parti et j'adore essayer de parler, transmettre et tout. Donc voilà, et vous savez très bien que j'aime bien partir dans tous les sens aussi. Le but c'est que ça soit pas structuré, le but c'est que vous écoutiez ça pendant que vous êtes en train de faire quelque chose, je sais pas, en train de faire à manger, aux toilettes, ce que vous voulez, ou en train d'être sur le vélo ou à la salle ou faire vos steps en marche inclinée pour préparer le summer body de cet été. Donc voilà, ça peut être, ça peut être intéressant et que ça vous apporte de la valeur. Et donc moi,
Ce que j'aime, c'est transmettre. Aujourd'hui, ce que je vais vous transmettre, c'est la partie sur le tendon. Donc le tendon, il a été longtemps mal compris. J'ai longtemps eu aussi des critiques sur les réseaux sociaux parce qu'il me semble que j'ai pas été l'un des premiers, mais j'ai commencé sur TikTok surtout, à délivrer de la valeur à un certain moment. J'ai quand même quasiment 8000 abonnés sur TikTok. Je publie plus sur ce réseau social parce que je trouve qu'il est trop toxique. Mais pendant un moment, je parlais du tendon et j'ai fait des vidéos à 35 000 vues, 70 000 vues, notamment sur comment est-ce qu'on fait une réhabilitation, une réathlétisation au niveau tendineux quand on a des gènes, comment on doit gérer son volume, son intensité et qu'est-ce qu'on doit faire. Et souvent, je disais que tous ceux qui mettaient du froid ou tous ceux qui disaient il faut faire du repos, ben en fait, ça ne fonctionnait pas. Et je parlais du modèle de Jill Cook. Donc le modèle de Jill Cook qui est le treat the hole, not the treat the hole, non, treat the donut, not the hole. Donc c'est treat the donut, c'est-à-dire que sur le tendon, souvent quand on va avoir des tendinopathies, on va avoir une partie du tendon qui est saine et une partie du tendon qui est lésée, on va dire, par la charge, le volume, l'intensité que vous lui avez mis. Donc il faut savoir qu'en fonction des stades dans lesquels vous êtes, vous pouvez avoir une tendinopathie qui va être chronique et une tendinopathie qui va être juste très passagère. Au-delà de 3 mois de douleur, en général, quand vous avez la douleur, c'est que vous avez déjà quelque chose qui est chronique et qui a une vraie dégradation structurelle. Si vous avez juste quelque chose de très aigu, on peut se dire que le tendon, il peut avoir une légère inflammation, entre guillemets, je mets entre guillemets parce que c'est pas vraiment le mécanisme qui crée la douleur, l'inflammation, c'est plutôt un mécanisme cicatriciel, de cicatrisation. Mais il peut y avoir une petite dégradation, mais si vous vous reposez, là, le repos en spontané peut être intéressant pour les phases aiguës. Par contre, pour les phases chroniques, finalement, c'est le problème de la capacité de charge et de la contrainte. C'est que en ne chargeant plus votre tendon, vous allez perdre en capacité. Donc vous n'allez plus avoir mal parce que vous allez enlever les contraintes qui maintiennent le tendon à un certain niveau. J'enlève les contraintes type je cours je sais pas 20 km par semaine, ça me fait mal. Eh ben, si je réduis à 10 ou même si je cours plus, ben, je ne vais plus avoir mal. Mais par contre le problème, dès que je vais reprendre la course au bout de 5 km, si j'ai arrêté pendant un mois, je reprends la course, 5 km, eh ben, dès la première sortie j'ai mal parce que j'ai eu un désentraînement et une désadaptation de mon tissu tendineux. Et ça c'est un problème. Donc en général, ce qui crée les tendinopathies, c'est le volume, parce qu'on met trop de volume trop vite, trop fort sur des structures qui ne sont pas prêtes. Et le souci, c'est que souvent, on va soit se reposer, on va recommencer et il ne se passera rien. Donc la seule clé, c'est le renforcement. Et c'est là où il faut comprendre à quoi sert le tendon et pourquoi est-ce qu'il prend tarif comme ça. Le tendon, c'est la structure qui va relier le muscle à un os, d'accord, en général. Et donc qui permet, via contraction musculaire, d'avoir un mouvement osseux. Donc là, par exemple, quand je viens contracter mon biceps, ce qui fait bouger mes os de l'avant-bras, c'est le fait que mon biceps se contracte, que le tendon, du coup, qui est attaché au niveau des os ici, vienne pas se raccourcir, parce que le tendon ne se raccourcit pas, mais le muscle se raccourcissant, il tire sur le tendon qui, lui, tire sur l'os, d'accord? Et donc j'ai un mouvement, c'est de mon segment osseux, comme ça. Donc ça permet la transmission de force entre ces structures-là. C'est une structure qui est viscoélastique, c'est-à-dire qu'elle a une capacité de déformation, d'accord? En gros. Et un tendon, on va souvent parler de sa capacité de raideur et sa capacité de compliance. Et ça va dépendre des sports que vous faites. En général, en musculation, comme on fait pas mal de répétitions, comme on passe beaucoup de temps sous tension, eh bien, on va avoir plutôt tendance à avoir des tendons qui sont compliants. Compliant, ça veut dire que si vous tirez dessus, il a la capacité de se déformer. Voilà. Donc un peu comme un chewing-gum ou comme un élastique, si je tire dessus, pouf, il se déforme et il va se déformer, se déformer, se déformer. Par contre, un tendon raide, c'est plutôt comme une corde, c'est-à-dire que si je tire dessus, il ne se déforme pas. Et en fonction des activités que vous allez faire, il sera plutôt compliant ou plutôt raide. Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Si on a un tendon qui est très raide, on a un tendon qui va être très réactif, qui va transmettre énormément les forces et qui va permettre, entre guillemets, de soulager la demande musculaire lors d'un exercice. Par exemple, si on fait un changement de direction, si je fais un sprint, je m'arrête et je cherche à partir dans l'autre sens, quelqu'un qui fait que de la muscu, qui n'a pas l'habitude de faire du sprint ou de la pliométrie, donc des petits sauts ou autres, eh bien, il va s'écraser complètement, son tendon va se déformer complètement et il y aura très peu de transmission de force et de réactivité. Donc il va complètement se déformer, être compliant, ne pas réussir à repartir tout de suite en une fraction de seconde. Par contre, si on a quelqu'un qui a un tendon qui est extrêmement raide, en tout cas qui est très réactif, entre guillemets, quand il va poser la cheville, ça va avoir quelque chose de je vais poser le pied sur la cheville et je vais être en capacité à tout de suite repartir. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaille, mais du coup qui permet de reposer le système
musculaire, ok. Ça demande moins de charge de contraction du muscle, on demande moins de grosse intensité d'effort au niveau de la contraction musculaire. Donc c'est là où on a une économie de la course ou une économie musculaire en tout cas et du système nerveux. Et ça nous permet de répéter plus facilement des efforts à haute intensité potentiellement ou des changements de direction. En plus de protéger le système, entre guillemets, musculo-tendineux et encore. Ça dépendra. Et donc c'est ça la différence entre un tendon qui est raide et un tendon qui est compliant. Est-ce que ça veut dire qu'un tendon qui est raide est meilleur? Non, il est bien pour la performance, il vous en faut, mais quelqu'un qui a un tendon trop raide, c'est un tendon qui est cassant. Et donc là, si on a, si on a un tendon qui est extrêmement raide, ça veut dire qu'il ne va pas se déformer, ça veut dire que c'est le muscle qui peut prendre complètement la charge, et là, déchirure musculaire, du coup, parce que le muscle va énormément se contracter, va avoir énormément d'activité musculaire, dans une position qui est potentiellement très étirée, et pouf, ça pète. Le tendon, il a des insertions, pas forcément, mais on va avoir une déchirure. Et à l'inverse, si on a un tendon qui est extrêmement compliant, et ben, du coup, ce qui se passe, c'est que le tendon, il tire énormément. Le muscle, du coup, aussi, va devoir se contracter fortement pour venir chercher cette compliance-là. Et là, il peut avoir une désinsertion, une déchirure aussi. Donc, en fait, dans les deux cas, c'est pas bon. Dans les deux cas, il faut un tendon qui est sain, il est raide et compliant. Donc, si vous faites des sports collectifs avec beaucoup d'impact, beaucoup de changements de direction, eh ben, ce que vous ne trouvez pas en sport collectif, c'est-à-dire la compliance, il faut aller la chercher en musculation. Et comment est-ce qu'on fait? C'est là où on va faire des tempos, du 3 secondes de descente, 3 secondes de montée, 4 secondes de descente, 4 secondes de montée, sur 6, 8, 10 répétitions, ou alors de l'isométrie pour rendre de la compliance, de rendre de la déformation au tendon. Okay, donc ça, c'est l'objectif. Et donc, combien de temps? Ça, on a des phénomènes de déformation du tissu tendineux qui est lié à sa propriété viscoélastique qu'on va appeler le stress relaxation, c'est-à-dire que quand on va appliquer un stress, on va avoir besoin d'un temps sous tension qui permet d'avoir une diffusion de ce stress sur toutes les fibres de collagène au niveau tendineux. En général, on a ce phénomène qui arrive au bout de 30 secondes et ce phénomène est maximal à peu près autour de 1 minute 30 à 2 minutes de temps sous tension. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, dans l'idéal, c'est pour ça qu'on a des protocoles d'isométrie qui vont venir vous faire maintenir en position raccourcie, neutre ou étirée, donc raccourci, neutre ou étiré, un haltère ou quelque chose avec contraction musculaire pour que du coup le muscle vienne tirer sur le tendon et le tendon se déforme petit à petit au bout de 30, 40, 50 voire même 60 secondes de temps sous tension avec une charge qui sera supérieure à 70% de votre contraction maximale volontaire en tout cas ou aux alentours de cette contraction là pour vraiment avoir une déformation. Okay, et donc ça c'est vraiment l'outil qui permet de rendre de la compliance. Tout ce qui va être en tempo aussi, ça va permettre de rendre de la compliance. Donc c'est quelque chose qui est important. Et si vous êtes trop compliant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait faire des sauts. Venez inclure des sauts, de la pliométrie. La pliométrie, ça va être tous les exercices qui vont être effectués à basse intensité ou à haute intensité, mais surtout avec des temps de contact qui sont en dessous ou égal à 250 millisecondes. C'est-à-dire qu'on a un rebond et c'est pas je m'écrase et puis ensuite je dois repartir. Donc tout ce qui est counter movement jump, donc les sauts sur place comme ça, c'est pas de la pliométrie, parce qu'il faut vraiment avoir ce truc de temps de contact très très court au sol. Après, il y a des catégories de pliométrie. Ça ne veut pas dire que le CMJ, le counter movement jump, il n'est pas bon à effectuer. Ça veut juste dire que ce n'est pas de la plio, mais il peut permettre de travailler la partie compliance. Et dans un premier temps, on va avoir plusieurs étages. On va avoir un étage de pliométrie qu'on dit extensif et un étage de pliométrie qu'on dit intensif. L'extensif permet d'aller vers l'intensif. C'est comme si on va dire pour faire du 1RM, il faudrait déjà avoir fait sur le mouvement en question du 12 reps, 10 reps, 8 reps, ainsi de suite, pour préparer les structures à supporter la charge qui va arriver quand on va être très proche du 1RM en tout cas. Donc préparer les structures pour la partie neurologique, entre guillemets. Parce que c'est toujours le hardware qui va limiter le software. C'est toujours la biologie qui va limiter la neurologie. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi à comprendre et c'est pour ça qu'on passe tout le temps du temps sur développer les tissus conjonctifs et autres parce que c'est ça qui pète en premier et ensuite ça permet de développer les capacités neurologiques et les deux doivent être un petit peu manipulés dans les programmations. Mais bref. Donc tout ça pour dire que vous devez inclure des sauts
Et les sauts, du coup, on va avoir et des petits pogo jump où on veut avoir un temps de contact court au sol, mais c'est des petits sauts, et des gros sauts où on cherche des intensités max, soit de façon verticale, soit de façon horizontale, soit sur des plans complètement différents sur la partie latérale. Ok. Donc ça, c'est des choses importantes à faire avec différentes intensités et à inclure progressivement. Et après, vous avez différents étages. On a l'étage léger, donc vraiment c'est très peu, temps de contact très court, mais c'est très léger, pas de recherche de hauteur. Ensuite, on a l'étage profond. Donc là, c'est plutôt tout ce qui va être des squats sautés, mais où on vient se laisser déformer par le sol, ou des fentes sautées, où on cherche vraiment à avoir une flexion cheville, genou, hanche. Ensuite, on va plutôt avoir la partie explosif. Ok. Donc là, on cherche vraiment à avoir une grosse réactivité et on cherche à partir le plus fort possible. On peut le faire en étage profond ou en étage comment dire, très réactif au niveau du complexe pied-cheville. Donc voilà à peu près pour ça au niveau du tendon et de sa structure. Donc en général, quand vous avez des tendinopathies autour de ça, c'est aussi une des raisons de pourquoi est-ce qu'on vient mettre de l'isométrie. C'est que le stress relaxation, c'est qu'on a un phénomène de stress shielding, c'est que quand vous avez des fibres du coup qui sont abîmées, eh bien, les fibres qui vont être saines vont prendre la charge par rapport aux fibres qui vont être lésées entre guillemets. Et donc l'objectif c'est d'avoir un temps sous tension de plus de 30 secondes pour que la force puisse passer à travers ces fibres qui sont lésées et induire un phénomène de mécanotransduction et ainsi améliorer le type de collagène qui va être déposé au sein de ces fibres. Si on le fait en position étirée, on peut donner une direction à la déposition de ces fibres de collagène. Okay. Donc c'est pour ça, pour avoir ce phénomène de mécanotransduction, dans l'idéal, il faudrait tenir une position étirée de 2 minutes à peu près. En plus, ce qui est bien, c'est que pendant 2 minutes, comme vous vous étirez, vous appliquez la plus petite contrainte mécanique que vous pouvez appliquer sur un tissu. 2, une direction. 3, vous gagnez potentiellement en souplesse. Et 4, vous n'utilisez pas votre système nerveux central, donc vous ne fatiguez pas pendant les 2 minutes et vous bénéficiez tout de suite quand vous faites une contraction isométrique après les 2 minutes du phénomène de stress shielding, du coup de stress relaxation, où au bout de 2 minutes, on a vraiment la force qui va être transmise dans les fibres qui sont lésées. Et donc là, on a vraiment un renforcement musculaire sur la partie qui est lésée et qui a besoin d'être renforcée. Et en plus, on a économisé de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment une partie game changer. C'est vraiment incroyable quand on comprend tous les impacts que ça peut avoir d'un point de vue micro et du coup d'un point de vue macro. C'est vraiment quelque chose qu'il faut appliquer. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Je vais essayer de couper le podcast ici. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire par rapport au tendon, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez des messages soit privés, soit vous laissez des petits messages sur YouTube. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sinon, si jamais vous avez besoin d'un coaching, que ce soit sur Marseille, du coup, n'hésitez pas à me contacter via Instagram ou via le formulaire qu'il y a en description sur mon site internet. Donc vous cliquez sur le site Podia, pouf, vous scrollez jusqu'à demande de coaching et vous remplissez le formulaire. Vous m'envoyez directement un message sur Instagram et je vous répondrai avec plaisir. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Salut!
C'était le podcast du Laboratoire de la Force. Si tu as apprécié le podcast, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire ou à le partager avec tes amis. Et on se retrouve très rapidement. Allez, salut!